Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Nicolas Baclay, donc je suis infectiologue à Lille et je suis accompagné du professeur Claire Roubaud, qui est gériatre à l'hôpital de Bordeaux, et on est tous les deux membres du GINGER, le groupe infectio-gériatrie qui réunit des gériatres et des infectiologues de la SFGG et de la SPILF autour de sujets communs sur cette thématique. Claire, je ne sais pas si tu veux te... Oui, ben moi je voulais vous remercier de nous avoir sollicités. C'est un peu une première pour nous de faire une présentation à deux endroits différents et par visio. Donc il faudra nous excuser si on n'est pas dans une coordination parfaite de notre chorégraphie. Voilà. Dans la présentation, on va vous parler tout d'abord des particularités des infections chez la personne âgée, pour essayer de bien comprendre sur quelles pistes on peut travailler dans le cadre du bon usage des antibiotiques. Et puis, vous parler des perspectives, des actualités, des travaux qu'on mène, notamment, vous verrez, sur la sous-cutanée, et puis comme le disait... on disait en introduction, un travail nouveau sur une approche concernant les prescriptions inappropriées d'antibiotiques. Je vais commencer avec l'histoire de cette patiente de 91 ans qui est hospitalisée en gériatrie pour un déclin fonctionnel depuis 15 jours associé à une perte de poids et des douleurs abdominales. On retient dans son anamnèse qu'il y a un mois, elle a reçu 7 jours avec une belle faute d'orthographe de cefixime et qu'à cette occasion, elle l'avait reçu parce qu'une BU avait été réalisée pour fatigue. Et cette patiente est hospitalisée chez nous. En fait, ce déclin fonctionnel et cette perte de poids est en lien avec une infection à Clostridium difficile. Et donc, en ce qui concerne le bon usage des antibiotiques chez le sujet âgé, Nicolas, je pense qu'il faut qu'on voit ensemble que faire un diagnostic d'infection chez le patient âgé, ce n'est pas quelque chose de facile, qui a potentiellement des prescriptions inappropriées d'antibiotiques et que ces prescriptions inappropriées ont des conséquences qui peuvent être dramatiques. Et on sait que les colites à Clostridium difficile en particulier peuvent marquer un tournant dans l'histoire de nos patients âgés. Et il n'est pas rare qu'on soit amené à les voir devenir complètement dépendants et qu'une institutionnalisation soit nécessaire. Alors, ce n'est pas non plus un scoop qu'on a beaucoup de vieux. Plus de 10% de la population a plus de 75 ans en France. Et si on se projette à 2050, on aura 20% de notre population qui aura plus de 75 ans. Donc, s'intéresser aux vieux, c'est s'intéresser à l'avenir. Et quand on regarde les diagnostics principaux d'hospitalisation des patients de plus de 85 ans, sans surprise, on retrouve les décompensations cardiaques, mais aussi des pathologies infectieuses, pneumonie, infection urinaire et bactériémie. Donc, quand on est un homme ou une femme visionnaire, on ne peut que s'intéresser aux infections du patient âgé. Alors, quand on parle de bon usage, ça c'était une du New York Times qui avait montré que les vieux Américains étaient submergés d'antibiotiques, et c'est pas que aux États-Unis, puisque quand on regarde la consommation des antibiotiques, elle est toujours importante. Et moi, j'ai découvert ça en préparant ce topo, c'est que quand on regarde la consommation en antibiotiques à partir de la campagne des antibiotiques, c'est pas automatique. J'avais vraiment l'idée qu'il y avait eu une diminution de la consommation d'antibiotiques, ce qui est le cas, mais ce qui est le cas en fait dans toutes les classes d'âge, sauf chez les vieux. Et donc, il y a probablement des spécificités du bon usage chez les patients âgés, puisque cette campagne n'a pas forcément été efficace dans cette tranche d'âge-là. Et quand on regarde la consommation d'antibiotiques en ville par classe d'âge, on voit que les patients âgés en violet planent au-dessus de toutes les autres classes d'âge. Donc, cette consommation, elle est importante et il faut voir dans quelle mesure on peut la restreindre. Donc le dilemme, il est simple, c'est que nos patients âgés peuvent avoir une présentation clinique atypique. Donc on va mettre du temps à faire un diagnostic, mettre du temps à mettre en route des antibiotiques, ce qui va, à l'échelle individuelle, augmenter la mortalité et la morbidité. Mais le délai est pour expliquer cette augmentation de la mortalité et de la morbidité, il faut être bien conscient qu'une infection peut tuer nos patients âgés par plusieurs chemins. Le premier, c'est par l'infection elle-même, par la gravité de l'infection, le sepsis, le SDRA si c'est une grippe ou une autre infection pulmonaire, etc.
Mais en fait, en gériatrie, ce qu'on voit le plus, c'est que les patients meurent ou ont des morbidités par la décompensation de leur pathologie chronique. Hein, que ce soit la décompensation cardiaque concomitante d'une infection ou la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, etc. Et puis, de manière beaucoup plus insidieuse, l'infection peut être responsable de la mortalité de nos patients par des complications assez gériatriques comme la chute, la confusion, la dénutrition et le déclin fonctionnel associés à l'infection, dont on sait qu'à moyen terme, cela va augmenter le risque de mortalité de nos patients. Alors effectivement, ce dilemme de cette clinique atypique fait que le diagnostic d'infection est toujours aussi difficile à faire chez le sujet âgé. Mais il est important de se dire que si on prend 100 patients, parmi eux, 50%, 54 ici, auront les signes typiques, auront la présentation clinique exactement comme celle d'un patient jeune. Dans 14% des cas, au contraire, il n'y aura aucun signe typique. Et dans ces signes, dans cette atypie, il y aura le fait de ne pas avoir la fièvre, pas la toux, par les signes typiques, mais il y aura aussi la présence de signes non spécifiques. Hein, le patient qui vient pour chute, pour confusion, pour asthénie, tout ça est complètement peu spécifique et peut être lié à plein de pathologies différentes. Et puis, il y a un tiers des patients qui sont mixtes. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter aux urgences pour une chute, mais si on soulève le drap, on verra la dermohypodermite. Et pourtant, le patient ne se plaindra pas spontanément de la douleur à la jambe, etc. Mais ce qui veut dire que donc, dans 80% des cas, si on fait un examen physique exhaustif, on trouvera les signes typiques. Donc, le message, c'est de dire oui, il y a de l'atypie chez le sujet âgé et à peu près 20% de la population peut vraiment se retrouver sans signes typiques de la maladie. Mais dans 80% des cas, si on cherche les signes, on les trouve. Donc, ça nécessite d'être encore meilleur clinicien quand on prend en charge un patient âgé. Là, c'est pour vous illustrer. C'est une étude qu'on avait réalisée entre Paris et Bordeaux où on avait inclus de manière prospective 150 patients qui avaient des hémocultures positives. La moyenne d'âge était de 87 ans et globalement, c'était ceux qu'on a en gériatrie, donc dépendants et polypathologiques. Et on avait voulu, au moment où les hémocultures étaient prélevées, on avait noté les signes qui avaient motivé la réalisation des hémocultures. Et on s'est rendu compte que dans 21% des cas, les patients n'avaient ni fièvre, ni hypothermie, ni frisson, ni hypotension. Donc on avait 21% de patients qui étaient réellement atypiques et qui pourtant avaient une bactériémie. Et lorsqu'on regardait ce que devenaient ces patients en comparant les atypiques et les typiques, on se rendait compte que les patients atypiques avaient une mortalité augmentée et ce facteur de risque de mortalité persistait même si on pondérait à la gravité de l'infection, au délai d'antibiothérapie oraux. Donc ces patients sont vraiment très particuliers. Et vous allez me dire, mais ces 21% de patients atypiques, qu'est-ce qui a motivé la réalisation des hémocultures? Et quand on regardait les dossiers, en fait, c'était la plupart du temps, quasiment tous, parce qu'il y avait un delta de température. C'est-à-dire qu'en fait, leur température basale était autour de 36,5 et ils avaient pris plus d'1 degré de température. Et ça, c'est un message à retenir. Et où les hémocultures avaient été réalisées pour un syndrome inflammatoire inexpliqué. Donc, le diagnostic est difficile. Pardon? Ouais. Il faut que je réinstalle quand même mon client parce que tu vois, il y a un souci. Okay. Il faut couper les micros parce que c'est un que je parle très fort. Donc le diagnostic est pas facile et donc il est aussi important de se dire que la radiographie thoracique n'est pas forcément utile. Donc même dans les examens complémentaires, il faut se dire que le scanner est vraiment utile. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est cette étude suisse qui avait été menée chez 200 patients qui arrivaient aux urgences pour suspicion de pneumopathie. Ils avaient systématiquement et une radiographie thoracique et un scanner thoracique. L'âge moyen était de 84 ans. Et au final, le scanner a permis de modifier la prise en charge de quasiment la moitié des patients. Pour 60 patients sur 200, les antibiotiques ont été arrêtés parce qu'au final, le scanner ne montrait pas de pneumonie. Et pour 30 patients sur 200, l'antibiotique avait été introduit parce qu'au contraire, le scanner montrait une pneumonie. Donc, le scanner a vraiment une supériorité par rapport à la radio et peut être très utile chez nos patients âgés
en particulier aux urgences. Et puis ce deuxième exemple, qui est un peu moins ciblé que sur les infections, qui était une étude qu'on avait menée, pareil, de manière prospective sur 111 patients, et où un scanner thoraco-abdominopélvien avait été demandé pour un syndrome inflammatoire inexpliqué. Et le scanner avait été rentable plus d'une fois sur 2 et avait permis des modifications thérapeutiques. Donc il n'y a pas beaucoup d'examens complémentaires qui permettent de modifier la conduite dans plus d'une fois sur 2. Alors comme vous l'avez compris, la présentation clinique en gériatrie peut être atypique. Mais le contraire de cela, ce serait de se dire, comme ils sont tous atypiques, je prescris les antibiotiques de manière inappropriée et excessive. Et alors là, on arrive sur un autre élément qui est majeur en gériatrie, qui est une incidence des effets indésirables liés aux médicaments qui est supérieure par rapport au sujet gène, des interactions médicamenteuses plus importantes parce qu'ils ont des listes longues comme le bras de médicaments, et un plus grand risque d'infection à Clostridium difficile. Et l'ensemble de ces éléments-là va même, à titre individuel, augmenter la morbidité, mais également la mortalité. Et si on regarde à l'échelle collective, et là vous êtes bien meilleur que moi pour le savoir, bien évidemment, cet usage inapproprié a un retentissement sur toute la population. Et lorsque je vous parle d'effets indésirables, il faut bien être conscient que lorsque on regarde un patient qui arrive aux urgences, qui a plus de 80 ans, on sait qu'une fois sur 5, ça va être à cause d'un médicament. Et lorsqu'on regarde quels sont les médicaments les plus pourvoyeurs d'effets indésirables qui amènent les patients à venir aux urgences, on voit que les antibiotiques font partie du top 5. Et donc, c'est une question qu'on se pose systématiquement lorsqu'un patient âgé est hospitalisé. Donc, c'est fréquent. Et donc, je vous ai dit que l'infection peut prendre plusieurs chemins pour tuer nos patients âgés, mais notre consommation d'antibiotiques, lorsqu'elle est inappropriée, et même lorsqu'elle ne l'est pas, peuvent également, par les interactions médicamenteuses, la neurotoxicité, la néphrotoxicité, etc., peuvent eux aussi induire une morbidité et une mortalité augmentée. Alors, maintenant, on va aborder un peu le bon usage, et c'est vrai que on vous aime beaucoup, les infectiologues, mais il y a votre monde idéal à vous, où on peut faire de la documentation microbiologique, où on peut mettre des perfusions IVSE, où on peut mettre des très fortes doses, où il faut mettre des traitements courts, mais parfois ça va être des traitements très longs. Donc ça, c'est le monde des infectiologues. Et puis il y a le monde des gériatres, où on est confronté à des difficultés à pouvoir mettre tout ça en œuvre. Et ça, c'est ce qu'on appelle notre vraie vie, qui est que ça va être le patient confus qui va s'arracher la perfusion, ça va être des prélèvements qui peuvent être difficiles à réaliser, le risque de surdosage avec des fonctions rénales qui font le yo-yo dans la partie aiguë, et puis toutes les toxicités qu'il faut qu'on monitore. Et donc, il y a, dans le bon usage, il y a bien évidemment le bon usage que vous connaissez, mais il y a le bon usage adapté aux patients âgés qui va être de faire le moins mauvais choix parfois. C'est-à-dire choisir la bonne molécule qui va avoir le meilleur profil de tolérance. Ça va être de savoir quand est-ce qu'il faut commencer ou pas une antibiothérapie et pour quelle durée. Et puis le choix de la voie d'administration. Donc je vais essayer d'aborder ces trois notions-là. Et cette slide, je passe toujours très rapidement parce que oui, il y a la pharmacocinétique est énormément modifiée au cours du vieillissement. Mais au fond, ce qui compte dans la vie de tous les jours, c'est la fonction rénale parce qu'on n'arrive pas à adapter en fonction forcément du pH gastrique si le patient prend l'IPP, en fonction de l'albumine et autres. On n'a pas d'ABAC ou d'éléments qui peuvent nous permettre d'adapter nos traitements. Nicolas. Et on a très peu de moyens pour ajuster la posologie, à part adapter en fonction de la fonction rénale. Alors le choix des molécules, le plus important, c'est de connaître les effets indésirables que l'on voit fréquemment chez le patient âgé. Il n'y a aucun médicament, aucun antibiotique qui est interdit en gériatrie. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est d'anticiper, de savoir quels sont les événements indésirables qui arrivent souvent avec cet antibiotique chez le patient âgé. Donc l'anticiper, le surveiller. Et dans la mesure du possible, lorsqu'on part sur des antibiothérapies longues, absolument doser l'antibiotique. Alors là, je vous ai un peu listé les effets indésirables fréquents que l'on voit, nous, en gériatrie. Donc, fluoroquinolone, vous le savez, confusion, tendinopathie, allongement du QT.
Le cotrimoxazole, il faut vraiment faire attention aux patients qui prennent déjà des sulfamides, en particulier les sulfamides hypoglycémiants, parce qu'il y a une compétition au niveau de l'albumine qui peuvent induire des hypoglycémies. Et nous, on est surtout confrontés à l'intolérance digestive du Bactrim perroche chez nos patients âgés et l'insuffisance rénale aiguë. Le linezolide, il n'y a pas grand-chose de particulier. La rifampicine, nous, c'est notre terreur parce qu'il y a plein d'interactions médicamenteuses avec les traitements que nos patients prennent. La céphazoline, on a eu de nombreux événements hémorragiques sur des diminutions de TP par carence en vitamine K induites par la céphazoline. La vancomycine, pas de scoop, insuffisance rénale aiguë. La daptomycine a quand même un profil de tolérance que l'on aime beaucoup en gériatrie. Et les bêta-lactamines, qui sont parfois prescrites à très haute dose, rendent très souvent nos patients confus, voire induisent de la commercialité. Alors, on voit, vous m'entendez toujours? Oui. Ça va. Donc, on voit que la situation gériatrique amène de la complexité à quelque chose de déjà très complexe, qu'on connaît dans le cadre du bon usage des antibiotiques, avec cet équilibre qu'on recherche en permanence, avec l'objectif de pouvoir traiter les patients de leur infection correctement en limitant les effets secondaires. Tout en prenant en compte l'effet secondaire qui est propre aux anti-infectieux de développer de la résistance, et avec cet impact individuel mais aussi collectif. Donc les leviers sur lesquels on peut agir, on en a déjà vu quelques-uns, mais en gros c'est essayer de faire le meilleur diagnostic possible. Donc là on vient de voir en gériatrie la difficulté qui se rajoute, avec finalement ce diagnostic qui permet de poser la meilleure indication possible de l'antibiotique, avec la première question de savoir est-ce qu'il y a besoin d'un antibiotique ou pas, et si oui, lequel, et dans quelles conditions l'administrer au mieux, en termes de poso, de durée ou de voie d'administration. Donc, chez la personne âgée, donc Claire, tu nous as déjà montré quelques aspects. Il y a d'autres choses, en particulier spécifiques à la personne âgée, qu'on peut développer un peu plus. Donc, on a vu ensemble qu'il y a effectivement le choix de l'antibiothérapie, mais il y a aussi de savoir est-ce que j'initie une antibiothérapie ou pas. Donc, on a vu ce dilemme d'une présentation clinique atypique. Et pour ce qui est de l'initiation des antibiotiques, j'ai tendance à dire qu'il faut choisir ses combats. Clairement, on a une marge de progression incroyable sur la prescription inappropriée d'antibiotiques qui est faite sur les infections urinaires. Et encore beaucoup trop souvent, dès qu'un patient est confus, qu'il est tombé ou qu'il est fatigué, une BU est faite et si elle est positive, une antibiothérapie est mise en place. Vous êtes bien au courant que la colonisation urinaire est quelque chose d'extrêmement fréquent chez le sujet âgé et que le fait de faire une BU devant ces signes-là, c'est passé à côté de nombreux autres diagnostics qui peuvent expliquer cette confusion et de prescrire un antibiotique qui est inapproprié. Donc là, pour moi, ça c'est un combat qui est extrêmement important et dans lequel le bon usage doit vraiment s'engouffrer et travailler. En revanche, le tableau respiratoire du patient âgé, oui, c'est la nuit, il fait froid, les urgences sont pleines, le patient vient pour dyspnée, il a besoin d'oxygène, il est confus, il y a des crépitants mais l'auscultation n'est pas fastoche, il est subfébrile, la radiographie thoracique, on ne peut rien en tirer, il y a un petit syndrome inflammatoire. Je pense qu'il va être difficile d'essayer de faire du bon usage la nuit chez ces patients-là. Et probablement à juste titre, une antibiothérapie sera débutée. Et demain, il fera jour et on aura peut-être le temps de réfléchir, de voir que ce patient, en fait, après à peine 40 mg de Lazilix, a été totalement sevré d'oxygène et qu'en fait, la probabilité qu'il y ait eu un processus infectieux associé est faible et peut-être qu'on pourra arrêter les antibiotiques le lendemain. Mais clairement, on est dans des situations extrêmement différentes et donc dans des combats différents. Donc, il y a l'initiation, il y a aussi la durée de traitement. Et vous le savez, vous avez vu ces essais randomisés en réanimation ou dans des services de médecine ou même en ambulatoire qui ont montré que la durée d'antibiothérapie pouvait être adaptée en fonction de la décroissance de la PCT.
Alors, je vous ai juste mis cette méta-analyse parce que je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle reprend 28 essais randomisés et elle a décidé de regarder au niveau de la population âgée si ces essais et cette hypothèse que la PCT pouvait permettre de réduire la durée d'antibiothérapie sans augmenter la mortalité était vraie également chez le patient âgé. Et effectivement, dans les classes d'âge supérieures à 75 ans, l'utilisation de la PCT permettait de raccourcir la durée d'antibiothérapie, également sans être associé à une surmortalité à 1 mois. Donc ça peut être un outil. Et ce travail un peu plus gériatrique avait été fait par Gaëtan Gavazzi à Grenoble, avait de manière prospective, hein, c'était pareil, hein, le même système d'essais randomisés, dans un cas soins usuels et dans l'autre on arrêtait en fonction de la décroissance de la PCT. Gaëtan avait permis de montrer qu'il y avait effectivement une diminution de la durée moyenne de traitement de ces pneumopathies en passant de 10, enfin 11 même, à 8 jours. Alors vous allez me dire, on est de toute façon au-dessus de la durée habituelle de traitement des pneumonies. On a d'énormes efforts à faire hein, pour raccourcir ces antibiothérapies, mais l'usage de la PCT avait permis de le faire sans surmortalité à 1 mois. Donc on a vu l'initiation de l'antibiothérapie, on a vu la durée de traitement, et puis il y a aussi la voie d'administration. Alors quand la voie IV devient compliquée, souvent on est tenté, encore plus quand le patient va bien, du relais Péros, et ça semble être la solution la plus adaptée. Je vous ai juste remis ici le lien d'un livret que je trouve très précieux, qui est la liste des médicaments qui peuvent être écrasables ou non. Et la plupart des audits, en particulier un qu'on a fait récemment au CHU de Bordeaux, montrent qu'on est très mauvais. Et que même d'une chambre à l'autre, le mortier n'est pas forcément nettoyé, que des médicaments ensemble sont broyés alors qu'il peut y avoir des interactions mauvaises, voire néfastes entre les molécules qui sont écrasées ensemble, etc. Et je pense que c'est important d'avoir ce livret-là dans son poste de soin quand on se pose la question. Alors, vous savez, en France, on utilise beaucoup la voie sous-cutanée et on l'utilise dans l'administration des antibiotiques. C'est une exception française qui date depuis au moins les années 70. Hein, c'est la date des premières publications. Alors, la voie sous-cutanée, elle a de nombreux avantages. Je suis sûre que vous l'utilisez, vous, hein, parce que l'enquête qu'on avait faite montrait qu'il y avait plus de 97% des géatres et des infectiologues qui l'utilisaient. La voie sous-cute, elle permet d'éviter les thromboses, les vénites et autres bactériémies à staph que l'on peut voir liées au cathéter veineux. Elle peut éviter des procédures invasives type midline, PICC-line et voie centrale pour nos patients âgés à qui l'accès veineux est précaire. C'est un geste qui est simple, qui peut permettre à l'infirmière d'avoir plus de temps pour faire autre chose avec le patient âgé et qui peut permettre des retours à l'EHPAD ou au domicile ou même éviter des hospitalisations. Elle est très utile en cas de confusion et comme elle se retire très facilement, elle permet que le patient puisse reprendre rapidement son indépendance fonctionnelle. Nicolas. Et on essaye, hein, avec le groupe du Ginger, d'étayer cette pratique hein, de la voie sous-cutanée. On a écrit cette revue de la littérature où on a vraiment repris toutes les données qui étaient actuellement disponibles. Et donc, en pratique, la voie sous-cut, elle peut être une alternative à la voie IV, surtout en fait, quand on ne peut pas faire autrement. En fait, quand on n'a pas d'alternative possible. Alors, quels antibiotiques ont été les mieux documentés? Il y a l'ertapenem, la ceftriaxone et le tecoplanine. Mieux documenté, ça veut dire que c'est là où on a le plus de données de PK et qui nous montre qu'il y a une bioéquivalence entre une disponibilité équivalente entre la voie sous-cut et la voie IV, à la nuance près que la tecoplanine, il semble quand même plus adapté de faire les doses de charge en IV puis de faire un relais sous-cut. Bon, il y a peu de données. Et la NSM nous a permis de financer une étude qui s'appelle Phasage et qui nous permettra d'avoir des données de PK pour la tazo, la ceftriaxone et l'amoxicilline acide clavulanique. On est en train de finir les inclusions et on devrait pouvoir avoir les résultats dans les 6 mois à 12 mois qui viennent.
Alors, ce qu'on a vu dans les différentes enquêtes et puis dans notre pratique de tous les jours, pour diminuer le risque d'événements indésirables locaux, type œdème, douleur et autres, il faut utiliser un cathéter qui est non rigide, hein, donc les cathlons qu'on peut utiliser pour la voie veineuse, plutôt faire des perfusions lentes et avec des produits dilués en utilisant globalement les mêmes dilutions que l'on utilise par la voie IV. Donc ça, c'est un peu l'aspect pratique. Vous voyez que ça peut être une alternative intéressante, en particulier quand les antibiothérapies peuvent être longues ou que le patient n'a plus de voie veineuse et qui paraît inadapté que de poser une voie centrale. C'est une prescription qui est hors AMM. Alors en gériatrie, on prescrit beaucoup de médicaments hors AMM, mais il faut être bien conscient que c'en est une. Et il faut vraiment surveiller la tolérance locale. Donc, une fois qu'on a vu brosser un petit peu les différents leviers sur lesquels on peut agir pour essayer de mieux utiliser les antibiotiques chez la personne âgée, on sait qu'il y a un certain nombre de mesures, de plans d'action en fait, qu'on peut mettre en place et qui sont mis en place depuis un petit moment au travers d'un certain nombre de mesures, qu'elles soient structurelles, avec des tests diagnostiques plus performants mis à disposition, ou des mesures incitatives en mettant à disposition des recommandations de bonnes pratiques, en faisant des audits ou des formations, ou alors en mettant en place des mesures un peu plus contraignantes pour encadrer les prescriptions. Et tout ça avec la participation pluridisciplinaire dont on a déjà parlé ce matin. Et donc, dans les actions de bon usage, l'évaluation des prescriptions, finalement, ça prend une place assez importante. Et en gériatrie, comme ailleurs, en fait, il y a des études qui ont essayé de regarder si, finalement le fait d'aller évaluer les prescriptions, ça apporte quelque chose en termes d'indicateurs de bon usage et puis surtout d'effets réels sur les conséquences des patients. Donc là, c'est une étude qui illustre le fait que, oui, si on a les moyens d'aller regarder toutes les prescriptions, par exemple, d'antibiotiques pendant un temps donné, ici une étude qui s'intéressait au travail d'une équipe avec un pharmacien, un infectiologue, qui passait en revue toutes les prescriptions dans un service donné, eh ben, on voit que finalement, on fait de la désescalade, on maîtrise les durées de traitement et on a un impact sur la mortalité, sur la réhospitalisation et sur les complications comme le clostridium. Maintenant, c'est au prix de moyens quand même assez importants, parce que on connaît tout ça, hein, c'est mission impossible d'aller réévaluer toutes les prescriptions d'antibiotiques d'un hôpital. Et donc, on a besoin d'outils supplémentaires qui pourraient nous aider à évaluer les prescriptions d'antibiotiques pour savoir si elles sont appropriées ou inappropriées. Et là, donc, je vais vous présenter un travail qu'on est en train de finaliser en partenariat avec l'équipe de recherche lilloise dans laquelle je travaille et le Ginger, où on propose une approche un peu nouvelle sur l'évaluation des prescriptions d'antibiotiques. Alors, tout ce qu'on connaît habituellement, ça repose sur une approche qu'on va dire implicite. C'est-à-dire qu'on va apporter un jugement expert qui va prendre en considération tout un tas d'éléments dont on dispose pour la prise en charge d'un patient donné et dire si la prescription elle est appropriée ou non. Nous, on a travaillé sur une approche explicite. Donc c'est une approche un peu différente qui va se baser sur des critères préétablis de prescription considérés comme inappropriés. Alors pour prendre un exemple, j'illustre ça avec un truc de la vie courante. L'approche implicite, c'est prendre tout un tas d'éléments en considération pour essayer d'évaluer les responsabilités des uns et des autres dans un accident de la route, par exemple. L'approche explicite, ça va être de dire rouler en ville à plus de 50 km/h, c'est pas approprié, et on peut mettre en place un certain nombre de systèmes de détection. Concernant les médicaments, on a cette analogie avec l'approche implicite qui est celle dont on parle depuis tout à l'heure, de prendre en considération toute la complexité d'un patient et puis d'essayer de juger si les prescriptions sont appropriées ou inappropriées. L'approche explicite, c'est quelque chose qui existe déjà en gériatrie pour tout un tas de médicaments. Il y a plusieurs listes qui ont déjà été validées en gériatrie.
qui nous disent par exemple que prescrire de l'hydroxyzine au-delà de 75 ans est inapproprié parce que ça engendre un certain nombre d'effets secondaires. Et donc, si on s'intéresse à ces listes, en fait, il n'y a rien du tout sur les antibiotiques, ou alors c'est très anecdotique sur la nitrofurantoïne, par exemple. Et du coup, on se dit que ça peut être une approche nouvelle et intéressante parce que quand on regarde un petit peu de plus près l'utilisation et l'impact que peut avoir cette approche explicite, on a un peu l'impression que ça améliore quand même les prescriptions. Là, ici, c'est une étude qui a regardé finalement l'impact de l'utilisation des critères stop-start, qui sont des critères déjà validés de prescription inappropriée de médicaments. Là, il n'y a pas d'antibiotiques là-dedans, hein. C'est des médicaments en général. Et on voit que finalement, utiliser ce genre de liste, ça permet de réduire les prescriptions inappropriées. Et plus intéressant, ça réduit des événements indésirables comme les chutes, les confusions, les durées d'hospitalisation, le fait de recourir au système de soins ou les coûts de médicaments. Alors, bien sûr, il y a des limites dans ces études. Tout dépend des moyens, encore une fois, qui sont alloués pour mettre en place telle ou telle action de bon usage des médicaments. Mais globalement, le message qui ressort de ce genre d'analyse, c'est que c'est une approche qui vaut le coup d'œil parce que ça a l'air d'être efficace sur la réduction de prescriptions inappropriées. Et donc, l'objectif finalement de notre travail, c'est de dire il n'y a pas de liste qui existe, donc on va essayer d'en développer une. Et depuis quelques mois, donc, on travaille sur ce sujet avec l'objectif de développer une liste consensuelle de critères explicites de prescription potentiellement inappropriée d'antibiotiques. Et pour pas s'éparpiller, on a commencé par la personne âgée hospitalisée. Alors, l'état d'esprit dans lequel on a souhaité développer cette liste, c'est pas pour limiter les effets secondaires à titre individuel, c'est vraiment proposer quelque chose qui va s'intégrer dans une approche bon usage sur la limitation de l'impact de la résistance bactérienne. Alors, pour développer ce genre de liste, on a utilisé une méthode qui est utilisée classiquement pour faire ça. Donc, on a fait une première étude qui a tout d'abord fait une revue systématique de la littérature pour voir ce qui existait éventuellement déjà comme définition disponible. Et on a relevé 62 définitions explicites qui finalement concernaient en partie les enjeux de bon usage tels qu'on les conceptualisait, mais quand même beaucoup de situations s'intéressant aux effets secondaires ou aux interactions médicamenteuses. Donc des choses intéressantes, mais qui pourraient être complétées. Alors c'est une liste qui ne fait pas office de consensus, hein, c'est un relevé de la littérature. Donc on a complété ce travail par une enquête qualitative qu'on a menée en partenariat avec le Ginger, avec une trentaine d'infectiologues et de gériatres en France, et de façon à explorer de nouvelles idées de situations qui pourraient être inappropriées dans l'utilisation d'antibiotiques qui sont considérés comme à problème. Et donc là, on a obtenu une liste de 65 propositions de ces experts, qui dans la majorité des cas n'étaient pas des propositions qu'on avait trouvées dans la littérature dans la première étape. Et donc une nouvelle fois, hein, ce sont des propositions à ce stade qui ne font pas consensus. Et donc on a réalisé une troisième étape dont l'objectif était de compiler, de fusionner tout le contenu qu'on avait obtenu lors des 2 premiers travaux, et de proposer donc cette liste éligible à un panel d'experts en France qui était composé d'infectiologues, de gériatres, de pharmaciens et d'autres spécialistes qui sont impliqués dans le bon usage des antibiotiques à l'hôpital. Donc on avait 103 définitions éligibles. Lors du processus de l'enquête, en fait, les participants ont proposé 21 définitions supplémentaires. Et on voit qu'on a invité 155 personnes avec un taux de participation qui a été quand même exceptionnellement bon.
D'ailleurs, je pense que dans l'assistance, il y a un certain nombre de personnes qui ont participé et que je remercie au passage, hein, encore une fois. Et donc le déroulement de l'enquête, c'est une enquête Delphi qui repose sur le principe de donner son avis sur chacune des propositions de façon anonyme lors d'une enquête en ligne, en cotant sur une échelle de je suis pas d'accord à je suis complètement d'accord, alors jusqu'à je suis complètement contre. Et en plus de l'enquête en ligne, on a eu des discussions euh, pour aborder certaines questions au vu des résultats qu'on avait obtenus. Et on vient de finaliser ce travail il y a un mois à peu près. Et on obtient une liste de 100 définitions explicites de prescriptions potentiellement inappropriées d'antibiotiques chez la personne âgée hospitalisée. Alors, voici quelques exemples, hein, je ne peux pas vous mettre toute la liste, mais on a classé ces différentes définitions en fonction du domaine de pathologie infectieuse concernée, et puis en fonction du type de prescription inappropriée, que ce soit le choix inapproprié, une surutilisation, un mésusage en termes de posologie ou de voie d'administration. Et donc, exemple, il est potentiellement inapproprié de prescrire des C3G injectables dans une pneumonie communautaire sans comorbidité, ou encore potentiellement inapproprié de prescrire de la tazo dans une infection communautaire, ou encore potentiellement inapproprié de réduire la dose recommandée des aminosides en cas d'insuffisance rénale. Donc, c'est important de bien comprendre dans quel état d'esprit on va pouvoir utiliser ce genre de choses. On ne parle pas de situations où les patients ont des signes de gravité, bien sûr, et on ne parle pas de situations avec des allergies parce que ça devient très complexe. Et le mot potentiellement est essentiel parce qu'on voit bien que ce sont des critères très généraux, hein, qui essayent de s'affranchir de la condition individuelle du patient, qui donnent des grands principes, mais globalement, ça va permettre de dépister ou de détecter des situations qui sont considérées généralement comme inappropriées, mais ça nécessite absolument, une fois qu'on a fait ce dépistage, d'être confirmé ou pas par une approche classique experte de la condition précise du patient. Et donc, ce genre de liste, ce genre d'outil, pour nous, ça vient un petit peu en complément de tout ce qu'on connaît dans l'usage, enfin dans les plans d'action de bon usage. Et ça vient ajouter un outil supplémentaire pour essayer de détecter globalement des situations considérées comme inappropriées. On en parlait un petit peu ce matin, ça rejoint un petit peu le concept des proxy indicateurs dont on parlait sur les prescriptions de ville ce matin, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce genre de liste? Ben, les perspectives, c'est de pouvoir apporter des messages de formation aux prescripteurs en complément de toutes les recommandations déjà disponibles qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire. Là, on a une liste qui apporte un message un peu différent en disant attention, les grandes situations à éviter. Et un axe important d'utilisation de ce genre de liste, c'est de pouvoir implémenter les différentes règles dans des outils informatiques spécifiques qui vont analyser les bases de données hospitalières pour pouvoir évaluer finalement évaluer des données épidémiologiques sur ces prescriptions inappropriées, pouvoir faire des évaluations de pratique à différentes échelles, hein, d'un pays, d'une région, d'un service, et apporter des messages personnalisés de bon usage. Là, ça peut être le Graal, hein, ça demande quand même des outils très pointus, et puis là, il y a encore un peu de travail pour développer ça, mais ça pourrait être un outil de dépistage en temps réel, hein, qui pourrait aider des équipes pluridisciplinaires à savoir un peu guider leurs actions dans un hôpital, par exemple, savoir repérer des patients qui sont dans des situations considérées comme potentiellement inappropriées et pouvoir faire de la réévaluation des traitements un peu guidés en fonction de priorités qu'on se serait fixées à l'avance. Et bien sûr, on pourrait, là on s'est intéressé à la personne âgée hospitalisée, mais on pourrait développer ce genre de liste pour d'autres populations ou d'autres lieux de prise en charge, hein, des soins primaires, les EHPAD, des secteurs de long séjour, etc. Donc si je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, oui, il y a
évaluations de prescription qui marchent, mais c'est pas toujours évident d'avoir des moyens adaptés à l'ampleur de la tâche. Et donc ce genre d'outil pourrait aider à dépister des situations de façon à guider un petit peu les actions des équipes pluridisciplinaires. Voilà, Claire, je peux te laisser le mot de la fin si tu veux. Claire, es-tu là? Je remets oui. Ok. Donc, ensemble, on a vu qu'on a effectivement une marge de progression et qu'on peut bien évidemment optimiser la prescription des antibiotiques chez les patients âgés, tant dans leur indication, mais aussi dans les modalités que l'on fait pour que ce soit le plus adapté à nos patients âgés. Le diagnostic d'infection est difficile et ce qui ne changera pas non plus, c'est qu'expliquer pourquoi on ne prescrit pas un antibiotique prend toujours plus de temps que de prescrire un antibiotique. Donc on sait que, et vous êtes mieux placé que moi encore, on sait que ça prend beaucoup de temps et que ça nécessite un travail en équipe. Et je profite pour souligner notre travail entre infectieux et gériatres. C'est vraiment un travail d'équipe. Parce que le fait de travailler ensemble, ça permet de mieux savoir de quels patients on parle. C'est une population âgée qui est très hétérogène, des patients super fit à ceux qui sont complètement dépendants. Le Covid a créé des liens et on montre qu'on peut travailler ensemble et que c'est bon pour le patient. Le patient âgé nécessite qu'on trouve des alternatives aux guidelines et qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on adapte à ces patients-là. Et au-delà de la guérison de l'infection, ce que l'on veut surtout, c'est le fait que le patient garde son indépendance fonctionnelle et son autonomie. Et ça, c'est vraiment un objectif commun. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Donc ça, c'est un gériatre italien qui me fait toujours rire. Et ça n'a pas loupé, ça m'a encore fait rire quand j'ai vu ce tweet. Et je pense que Nicolas et moi, on serait ravis de pouvoir échanger avec vous pendant le temps qu'il nous reste.